C'est vrai qu'on est toujours parfois dans la limite de la légalité sur certains sujets, et qu'il y a un amalgame là-dessus en tout cas, que le monde politique se situe, même à gauche. Martine Aubry, elle s'était située contre le BDS. À Paris, il y a eu un jeu en 2015 par Anne Hidalgo aussi pour limiter l'action de BDS. Comment, en tant que députée européenne ou comme élue en plus général, tu te situes vis-à-vis de ça? Bon, d'abord, je m'excuse du retard, mais j'étais à une réunion, vous savez, par rapport à tous ces malades qui prennent le lévothyrox. Vous savez, quand même, il y a 3 millions de personnes qui prennent ce nouveau médicament qui entraîne des effets secondaires, et l'État français dit, ben, c'est comme ça. Si vous êtes malade, ben, ça va vous passer. Et il demande un autre médicament, et la ministre ne veut pas qu'il y ait la pluralité des choix. Tiens, t'es là. Donc c'est un combat dingue. Si vous saviez comme ils sont remontés comme des coucous. Bon, comment je me situe? Alors, je dirais que je prends plusieurs niveaux. D'abord, en tant que citoyenne, moi je suis plus dure que vous. Moi je trouve que l'acte de boycott, c'est vrai, c'est un acte de désobéissance civile, mais à des moments, pour qu'ils comprennent, il faut avoir la population avec soi, et notamment les consommateurs. Donc il faut les informer, mais une fois qu'ils sont informés, eh ben, on leur dit boycottez ce produit, ils vous suivent parce qu'ils sentent qu'il y a un plus en choisissant d'autres produits, et en même temps ça va pousser les industriels, parce que les industriels, si vous les aiguillez pas, vous voyez, si on leur piquait pas les fesses, ils ne bougent pas, puisqu'ils se font du profit là-dessus. Et même cet après-midi ou ce matin, là, l'action sur les nitrites, c'était ça. On informe les consommateurs en disant voilà, il y a du jambon avec des nitrites, et puis il y a du jambon sans nitrites. Donc, en quelque sorte, c'est boycotter le jambon qui a des nitrites. C'est ça que ça veut dire implicitement dans les actions. Donc ça, moi, je suis... ils comprennent rien, ils se font du pognon là-dessus, puisque un jambon qui met 9 mois sans nitrite, ben là, il met 3 mois avec des nitrites, vous voyez, pour se former. Donc pour eux, c'est tout bénef. Donc, en tant que citoyenne, moi, je suis très pour la désobéissance civile. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Alors, c'est vrai que vous avez des industriels, alors c'est vrai que vous êtes vachement sympa, quoi. C'est vrai qu'il y a des industriels. Moi, je me souviens avec Fleury Michon, qui était pour l'étiquetage Nutri-Score. Hein, je vous dis mes combats, parce que sans arrêt, je me suis confrontée à ça. Eux, ils étaient d'accord pour avoir l'étiquetage, vous savez, 5 couleurs. Mais vous avez tout le lobby agro-business avec Nestlé, avec Mars, avec Coca-Cola qui ne veulent pas en entendre parler. Donc à des moments, avec des jeunes, là, je ne sais plus que j'avais rencontré, là, qui étaient vachement bien, là, ils boycottent, là. Ils disaient, on va faire en sorte à ce que, on va boycotter les autres produits, et on va, c'était vous? Mais c'était pas toi, mais c'était ton... moi je trouvais ça vachement bien, en disant, on va boycotter ces produits, de certaines marques, et on va dire on va acheter chez Fleury Michon, puisqu'ils jouent le jeu. Et là, quand vous voyez 10 000 personnes, parce que vous êtes en réseau quand même vachement bien, donc ça part de l'autre côté, ça les industriels ils entendent. Vous voyez, ils comprennent ça, les mecs, il faut les bouger. Alors, créer un rapport de force, quoi. C'est créer un rapport de force avec des gens informés. Et avec une crédibilité vis-à-vis des organismes qui lancent le boycott. Il y a ça aussi. Il faut avoir confiance au niveau des gens qui disent non, ce produit n'est pas bon, ou là c'est bien pour la santé, il faut étiqueter ces aliments avec les 5 couleurs. Sur le plan européen, c'est vrai que le boycott n'est pas tellement utilisé. Il y a les combats, tu vois, sur l'investissement des énergies fossiles, mais nous on joue autre chose, on joue objection par exemple. Alors je vous donne un dernier cas là, ce moment que je suis en train de vivre. On nous a proposé des projets d'intérêt commun. Il y en a pour je ne sais pas combien de millions d'euros que l'Europe aide. En fait, c'est tout ce qui est gazoduc, port méthanier, etc. Il y avait 90 projets, et ils ont dit, vous voyez, c'est super, on est tombé à 53 projets. Sauf que dans les 53 projets, ils ont regroupé des petits projets. Donc ça fait des trucs gigantesques. Vous avez le MidCat, par exemple, un énorme gazoduc en Espagne qui va rejoindre Éridan, qui va monter la vallée du Rhône et qui va aller jusqu'à Dunkerque. Bon, avant, il y en avait 4, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Alors, c'est sûr qu'on passe de 90 à 53. Et là, on se bagarre avec les ONG. Donc, j'ai fait venir les ONG. Donc, il y avait des Irlandais qui ne voulaient pas des ports méthaniers, il y avait les Espagnols, il y avait les Italiens avec le TAP. Enfin, bon. Il y avait la commission. Et on leur dit, on est en désaccord avec ça. Mais vous avez tous les gens du pays de l'Est
qui disaient mais nous on a besoin du gaz. Mais nous on dit d'accord, vous avez besoin du gaz, mais avec les investissements que ça va créer, on va contre les objectifs de l'Europe. Donc notre boycott, nous, c'est dire on va faire une objection. Donc on a réuni plein de députés, ça va être voté à la commission ITRE et puis après là, en plénière. Si on gagne ça, on casse complètement leur projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils reviennent avec un nouveau projet. Tu vois. Mais c'est une façon de boycotter les propositions de l'Europe. Sur les produits alimentaires, on n'a pas trop, en tant que législateur, le lien avec, tu vois, le produit direct dans les pays. Il faut qu'on passe par les États membres. Et que c'est pour ça que c'est très important d'avoir des associations de consommateurs fortes, ou, tu vois, des mouvements comme les vôtres, pour dire... parce qu'un boycott, c'est soit un acte d'achat, ou un acte d'orientation vis-à-vis d'une banque, par exemple, si on est contre les investissements des énergies fossiles. Et donc ça touche quand même le consommateur. Parce que si une banque, comme la BNP, ou ce qui se passe à Carpentras, vous voyez, si elle est mise en exergue, elle sait que les gens vont boycotter quelque part le fait d'adhérer à cette banque. Vous voyez, c'est indirect. Mais moi, vraiment, je suis sur le combat. Je pense que si on veut gagner les choses, c'est le rapport de force. Après, une fois qu'on a gagné le rapport de force, les industriels viennent vers vous. Alors là, vous pourrez jouer. Oui, on peut essayer, si vous avez des alternatives à proposer, oui, on peut jouer compromis historique. Mais d'abord, c'est un rapport de force. Parce qu'ils ne comprennent pas le discours mou. Clémence, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je voulais rebondir à votre propos, enfin, à toutes les deux, finalement, parce que comme je l'ai dit, nous on pense que, en fait, on ne peut pas réformer, par exemple, l'industrie fossile. On ne peut pas compter sur une évolution naturelle ou même contrainte, puisque finalement, leur but c'est toujours d'aller faire plus de projets fossiles, et on le voit avec cette liste de projets d'intérêt commun qui est absolument scandaleuse. Et c'est là où justement, nous on n'a pas renoncé à l'action des États. On pense que si on doit constituer ce mouvement de contre-pouvoir, c'est pour forcer les États qui sont là pour nous protéger en tant que citoyens à faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire à laisser le carbone dans le sol et à ne plus développer de projets, que ce soit des gazoducs. Donc il y a effectivement cette partie MidCat dont le tronçon français s'appelle STEP, et donc il y a déjà une résistance locale qui existe dans le sud de la France sur cette question. Et c'est là où je voulais faire le lien en disant il y a cette pratique de non-coopération, et après qui appelle justement les États à réagir à la hauteur de ce genre de choses, mais après on appelle aussi à la résistance citoyenne, c'est-à-dire que tant que les États ne le font pas, pour ce type de projet, donc que ce soit MidCat ou donc TAP, qui est un projet de corridor gazier qui est actuellement en construction dans une région en Italie, eh bien les gens réagissent physiquement, puisqu'ils sont... Voilà, le dérèglement climatique, c'est une attaque physique. C'est une attaque physique, plus seulement sur les générations futures. Maintenant, quand on parle d'urgence climatique, je tiens à souligner que les générations futures, je le dis souvent, c'est nous, en fait, on est nés depuis les années 70. Donc, on appelle à résister directement, concrètement, lorsque ces projets sont en train d'être en voie de construction. Donc, j'en profite pour rappeler que samedi, on va fêter la victoire de Notre-Dame-des-Landes. Donc, par exemple, on voit qu'il n'y a pas eu, c'était pas un boycott ou une non-coopération. Si le projet n'a pas été construit, c'est parce que les gens se sont opposés physiquement en s'installant, donc en recréant effectivement des alternatives, etc. Mais en s'installant là-bas. Donc, on va célébrer une belle victoire samedi à Notre-Dame-des-Landes. C'est très bien, tu as fait la transition vers les victoires, parce que je voulais parler des victoires. Puisque les victoires c'est entraînant, ça permet de mobiliser. Justement, 350, vous avez eu une très grande victoire il y a quelques semaines, c'était à New York. La ville de New York en fait a décidé de désinvestir grâce à une campagne menée par 350 tous ces fonds des énergies fossiles et d'attaquer en justice les énergies pétrolières, les groupes pétroliers. Ça c'est une victoire énorme, une victoire écologiste énorme, et pourtant en France il n'y a aucun grand média qui en a parlé. Il n'y a même pas eu d'article dans Mediapart, je crois dans Reporter ils en ont un petit peu parlé. Concrètement, ça n'a pas été médiatisé. Comment on mobilise sur ces victoires alors que justement on a un problème médiatique vis-à-vis de ça? Je vais te redonner la parole parce que c'était un peu 350 tout à l'heure que j'ai fait ça.
Alors déjà, je tiens à replacer les choses. Nous, ces campagnes de désinvestissement, on les fait sous un nom parapluie qui s'appelle les campagnes zéro fossile, fossil free. Donc cette victoire, on ne la doit pas à 350, on la doit à tous les New-Yorkais qui se sont mobilisés pour que la ville arrête d'investir dans les énergies fossiles, et à tous les gens qui ont été, en fait, dont la vie a été détruite par l'ouragan Sandy, donc les conséquences du dérèglement climatique, et qui ont certainement poussé à cette attaque en justice directement des pétroliers. Donc voilà, cette victoire est une victoire citoyenne. Et c'est vrai que c'était une grande surprise, et c'est vraiment, voilà, c'est peut-être une des plus grandes annonces qui ait jamais été faite en termes de désinvestissement. C'est vrai que ça n'a pas fait l'ouverture du journal de 20h sur TF1. Je ne sais pas si c'est le moment ici pour se lancer dans une question de sociologie des médias et de savoir, c'est vrai que moi je m'étonne toujours parce qu'on est, en fait, on est relativement bien couvert par la presse écrite. On a beaucoup de mal à passer dans l'univers télévisuel. Mais comment capitaliser sur ces victoires? Bon, il faut savoir que maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'impasse sur la presse, mais s'organiser à travers les réseaux sociaux. Nous, par exemple, 350.org, on communique essentiellement par email. On demande aux gens de sortir, de laisser pour être tenus informés des campagnes qui viennent. Et donc, je sais que, par exemple, cette victoire, elle a donné beaucoup d'énergie à beaucoup de groupes locaux qui font campagne justement à l'échelle de leur mairie et de leur ville pour que leur ville arrête d'investir dans les énergies fossiles. Donc la prochaine étape, ça va être de voir par exemple comment la ville de Paris peut se saisir de cette question. On voit qu'il y a une crue de la Seine qu'on a du mal à résorber. C'est pas une crue, c'est parce que donc moi je travaille aussi sur cette campagne Libérons le Louvre, donc de Total. Je sais que depuis qu'on a lancé la campagne, c'est-à-dire 1 an, il y a déjà eu 3 fois où le Louvre a dû fermer ses réserves et déplacer des milliers d'œuvres. Donc voilà, c'est un problème qui est récurrent, etc. Donc maintenant, comment capitaliser? Eh bien, c'est à nouveau continuer à mener ces campagnes locales qui permettent de tenir les responsables, justement responsables de ce qui est en train de nous arriver et de rompre les liens avec le problème. Et donc cesser d'investir dans le problème, commencer à investir dans la solution, investir dans plus de démocratie, investir justement dans plus d'espaces qui permettent de combattre des lobbies qui sont surpuissants. Et évidemment, après, l'objectif, c'est de ne pas rester entre nous. Il faut, mais nous, on essaie de miser sur un leadership qui est décentralisé. C'est pas moi qui fais ces campagnes, même si là je parle au nom de 350.org. Le but, c'est de justement essaimer et essayer de sensibiliser par cercle, donc sensibiliser son entourage et essayer d'étendre toujours plus loin les personnes qu'on arrive à mobiliser. Et donc à travers des campagnes, parce que c'est vrai que les campagnes de désinvestissement, elles ont bien marché parce qu'il y avait un sentiment d'impuissance. On se demandait ce qu'on pouvait faire au-delà de l'échelle individuelle, comment on pouvait agir sur le système. Et donc c'est en se structurant stratégiquement, en fait c'est même la base des actions non violentes, c'est être stratégique et planifier comme ça la désobéissance et les actions citoyennes. Oui, moi je voudrais intervenir sur les questions de la violence et puis de la légalité. Les boycotts sont non violents, ça c'est clair. Hein. Ce sont les ennemis des causes qui sont défendues qui veulent faire croire que c'est violent. Quand quelqu'un, par exemple, au titre du boycott de l'État d'Israël, rentre dans un magasin, montre un produit qui vient d'Israël pour expliquer aux gens qui sont là que c'est un produit issu d'une politique coloniale, d'une politique d'apartheid, etc. Après, les défenseurs de l'État d'Israël, ils vont tout de suite propager sur les réseaux sociaux, ils ont mis tout le magasin en l'air, etc. Alors, tous les boycotts, c'est appuyé sur un principe d'action non violente. Voilà. Maintenant, comment tu combats ça? Parce que je trouve que c'est un peu le même sujet finalement que de ne pas avoir la bonne couverture médiatique. Vous avez en plus une couverture médiatique très négative. Oui. Comment tu défends BDS là-dessus en fait? En continuant BDS de façon non violente. Hein, voilà. Puis là, il y a une question qui est importante là, c'est ce qui est en rapport avec la légalité.
Les boycotts peuvent traverser différentes phases, hein, peuvent à un moment donné être dans la légalité, à un autre moment être dans l'illégalité. Donc il ne faut pas confondre légalité et légitimité. Nous on s'appuie donc sur la légitimité, on défend ce qui est juste. Et ce qui est juste, ça peut être légal, ça peut être illégal. Actuellement, s'agissant du boycott de l'État d'Israël, il y a tout un courant qui veut faire croire que c'est illégal, alors que c'est strictement faux. Pour que le boycott soit illégal, il faudrait qu'il y ait une loi qui interdise le boycott. Or, en France, il n'y a pas de loi qui interdit le boycott de l'État d'Israël. Et s'il y avait une loi interdisant le boycott de l'État d'Israël, s'il y avait une proposition de loi, elle serait retoquée par le Conseil d'État parce qu'elle serait discriminatoire. Comment peut-on justifier d'interdire le boycott d'un État et de ne pas interdire le boycott d'autres États, hein? Donc dans BDS, on n'est pas dans l'illégalité, on n'est même pas dans une résistance civile contre quelque chose qui serait illégal. Peut-être que dans une phase ultérieure, on sera dans cette situation-là, on ne peut pas préjuger. Mais aujourd'hui, de dire que le boycott de l'État d'Israël c'est illégal, c'est de la pure intoxication. Ok. Du coup, je vais quand même continuer un petit peu sur les victoires avec Audrey, puisque sur la plateforme iBoycott, vous mettez en avant les victoires que vous avez eues. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire une victoire, en fait, parce qu'effectivement, là, en termes d'écologie, quand on a la ville de New York qui désinvestit des milliards de dollars des énergies fossiles, c'est une victoire énorme pour nous écologistes qui avons l'habitude de petites victoires à droite à gauche. Vous avez des victoires sur certains sujets très ciblés, H&M, Lactalis. Mais comment on définit une victoire? Parce qu'une fois que vous avez gagné une première bataille contre H&M, est-ce qu'il n'y a pas une bataille plus grande contre qu'est-ce qu'est H&M, qu'est-ce qu'est la société de consommation? De toute façon, carrément, hein, le boycott c'est une course de fond en fait. Hein, ça ne s'arrête jamais. On prend un sujet, on le traite, une fois qu'il est réglé, on passe à un autre. Une victoire, c'est simplement une étape en fait, hein, finalement, qui est passée. Donc, mais pour revenir un petit peu sur le côté effectivement balance là, du boycott, c'est effectivement le rapport de force, c'est pas qu'il s'inverse, c'est qu'il est rebalancé en fait à l'équilibre. C'est-à-dire que parce que maintenant on a en plus des moyens numériques qui permettent aux gens d'afficher un nombre en fait de personnes en disant, parce qu'on boycotte tous un petit peu au quotidien des choses, peut-être moi depuis des années il y a plein de produits que je boycotte, personne ne le sait quoi en fait, et surtout pas la marque. Aujourd'hui on a un site quoi, on a en ligne la possibilité de compter les gens. Et encore, tous ceux qui peut-être s'inscrivent sur la campagne ne sont même pas un tiers de ceux qui boycottent dans la réalité, mais c'est déjà un début. Et c'est déjà un truc de dire, il y a 20 000 personnes qui ont cliqué sur oui, et qui ont dit oui, je boycotte. Et c'est pas quelqu'un qui a signé une pétition, parce que ça c'est encore très différent, je trouve. Pour moi, par exemple, on a une campagne qui est ouverte pour l'U. On l'a ouverte parce qu'il y avait 204 000 personnes qui avaient signé une pétition. Sur notre campagne boycott, on en a 20 000, à peine. Et lui, bien sûr, n'a pas du tout répondu à notre demande de changer ses comportements sur ça. Comment est-ce qu'on explique ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a 200 000 personnes qui sont capables de cliquer sur un « oui, je signe une pétition » et derrière boycotter, puisque c'est un acte qui est complètement différent, en fait. Et c'est là où je dis que c'est bien plus engageant, effectivement, l'acte de boycott que l'acte de critiquer ou peut-être de s'insurger. De cliquer, ouais, le cliqueticisme, je ne sais plus quel est ce mot qu'on invente aujourd'hui pour parler de ça, ouais, le fait juste de cliquer. C'est pas voter, cliquer en fait. Hein. C'est pas voter et c'est pas prendre une décision. Donc pour revenir un peu après, voilà, c'était juste pour faire une petite aparté sur l'engagement et sur la balance qui se rétablit. Je pense que ces actions individuelles, elles créent une action collective qui est hyper forte et qui a vachement de sens. Et déjà ça, je pense que c'est une victoire en fait, d'arriver à rassembler des gens sur des actions individuelles derrière un sujet en particulier. Et qui réellement, au final, au quotidien, agissent. Parce qu'une victoire, c'est juste de faire en sorte que la personne qui a rejoint cette campagne de boycott, elle continue à boycotter le produit en fait, au quotidien. Parce qu'on a tellement de sollicitations sur plein de produits, le marketing, on a envie d'acheter, c'est comme ça, voilà. On craque de temps en temps pour un Coca-Cola, mais on ne peut pas croire que vous le faites jamais, quoi. Enfin, mais c'est vrai, enfin, et c'est ça qui est le plus dur, c'est finalement la vraie victoire, c'est d'avoir réussi à créer cette communauté, je pense, de gens qui se tirent vers le haut, quoi, quelque part. Et puis, du coup, quand tu es devant ta canette de Coca, tu te poses la question 2 fois avant de l'acheter, tu te dis, ouais, quand même, j'ai quand même boycotté, je suis sur la campagne. Et puis, on est plusieurs, on est nombreux, voilà. Je pense que
les victoires, elles sont plus là en fait. Bien sûr que c'est super d'avoir, ce serait super d'avoir Luc qui nous dit bon bah ok, j'arrête avec l'huile de palme, Coca, d'accord, très bien, je vais plus au Mexique assécher les nappes phréatiques. Mais voilà, je pense que ça, malheureusement, ces combats-là, c'est des combats qui sont citoyens sur la petite échelle, mais qui sont surtout peut-être étatiques et qui doivent être portés peut-être par des plus grosses organisations. Ce que vous faites, vous, je pense que c'est deux choses qui sont très très complémentaires, mais voilà. Okay. Justement, je trouve le prolongement un petit peu de cette discussion, je me tourne vers Michel, parce qu'en fait, c'est de se dire, nous, en tant qu'écologistes, on rêverait que le monde entier boycotte Monsanto, que tout le monde désinvestisse des énergies fossiles. C'est une sorte de cap utopiste, de cam, voilà, de super cam, vous savez tous. C'est un cap à suivre. Là, on est sur des actions ciblées qui ont un impact réel vis-à-vis des industriels, vis-à-vis de certaines sociétés. En tant que politique, justement, comment on fait sens de ça? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait une sorte de vision plus élargie? Là, si je parle de Monsanto, c'est beaucoup plus que toutes les marques qui sont cachées derrière Monsanto. Et Monsanto, tu connais, parce qu'en plus, derrière, c'est Bayer, et donc c'est aussi l'industrie pharmaceutique, et ça a plein de répercussions sur tous les sujets sociétaux. Comment, en tant que responsable politique, tu fais sens de tout ça? Il y a différents niveaux. Sur le climat, j'avoue qu'il y a une prise de conscience au plan européen qui est forte. Et donc là, c'est plus facile. Hein, tu vois, le dernier rapport, là, le rapport sur climat-énergie, on a fait un lobbying dingue pour obtenir 35% d'énergie renouvelable et 35% d'efficacité énergétique, parce que les gens se rendent compte que c'est plus, tu vois, le charbon, tout ça. Donc ce changement dans les esprits a été fait. Pas sur tout le monde, mais quand même. Tu vois, quand j'ai vu la commission, ils proposaient 27%. Vous voyez que les États, tu vois, ne voulaient pas aller au-delà. Donc d'avoir obtenu 35%, ça veut dire que les parlementaires européens vont plus loin que... Tu vois, quand tu es sur le plan de l'Europe, tu n'es pas dans les nations. Et les gens, je trouve, ont quand même une vision européenne. Alors, pas forcément tous les conservateurs, mais même chez les conservateurs, on arrive à faire bouger des lignes. Donc ça, je trouve que c'est, sur le plan européen, sur certains sujets, on y arrive. Sur le nucléaire, ce qui est quand même très bizarre, c'est qu'on n'y arrive pas du tout. Tu vois, il y a une idéologie, un dogmatisme, une religion qui fait que le PPE, les libéraux et certains de la GUE, c'est le nucléaire, c'est presque une énergie renouvelable. C'est comme si... Mais ça, c'est incroyable, j'arrive pas à faire bouger les lignes là-dessus. Alors que sur le renouvelable, ça y est, tu vois, c'est assez acquis. Sur l'efficacité, c'est acquis, tu vois. Il y a quand même cette liste dont vous parliez avant, donc c'est difficile de dire que... Oui, effectivement, il y a une prise de conscience, mais dans les faits, souvent, ce qui se traduit... Là, rien que le corridor gazier du sud de l'Europe suffirait, en fait, à faire exploser les engagements climatiques de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on dit développer les énergies renouvelables, développer l'efficience énergétique, bien évidemment, mais tant qu'on continuera à construire des infrastructures, en fait, ça... Oui, mais c'est pour ça qu'on a fait une objection, tu vois, c'est-à-dire qu'on a réagi là-dessus. Oui, mais c'est pas acté encore. Enfin, non, c'est pas acté. La bataille doit être... Non, mais on la mène. Hein, c'est même moi qui ai organisé, tu vois, toute cette réunion. Non, mais je veux dire qu'on la mène, cette bagarre. Je suis pas sûre qu'on va... gagner parce qu'il y a autre chose qui se crée. Je l'ai vu, toi, quand j'ai discuté en Nitre, là. C'est que dans les pays de l'Est, ils veulent tellement une indépendance vis-à-vis du gaz russe qu'ils ne comprennent pas et ils se disent il faut absolument que j'ai une sécurité d'approvisionnement ailleurs. Tu vois, et donc on est un peu bloqué par ces pays-là, tu vois, comme la Pologne, la Roumanie, tout ça. Bon. Enfin, les autres, bon. Même GRT Gaz, ils sont venus me voir pour dire, nous le MidCat, tu vois, le STEP, Eridan, tout ça, on n'en veut pas. Bon, tu vois, c'est quand même dingue. Et qu'ils utilisent même des députés français pour dire, on n'est pas prêt, nous, à investir là-dedans, ça va nous coûter trop cher, ça va faire augmenter le gaz. Donc, tu vois, enfin, c'est toujours un peu un imbroglio. Sur Monsanto, alors Monsanto, je pense que on peut boycotter sur le plan national parce que c'est sur des produits, et je trouve qu'il ne les dit pas à cellulose. Donc je le vois demain, on va en discuter.
sur le fait que chaque État est souverain sur des produits transformés. Or, le glyphosate, c'est la substance active, mais tout ce qui est vendu, toi, les plus de 700 produits, c'est à base de glyphosate, mais c'est de la souveraineté nationale de dire, comme c'est un produit et qu'il y a des formulants, parce que souvent c'est les formulants qui sont encore plus toxiques que le glyphosate, mais on fait pas ça, on peut l'interdire par rapport à des études. Et ça, on ne le dit pas assez. Tu vois, c'est bon, l'Europe a choisi ça, mais après tout, l'eau pourrait dire, tout ce qui contient le glyphosate, on l'interdit. Avec études à l'appui, parce que si tu ne fais pas des études, tu vas te faire attaquer par les avocats de Monsanto. Enfin, ce serait possible. Mais le fond de la question là-dessus sur Monsanto, c'est même plus large, c'est de dire est-ce qu'on s'attaque qu'à certains produits spécifiques, comme tu dis, celui-là qui est transformé, celui-ci, etc. Ou par exemple Monsanto qui est devenu un gros conglomérat qui a 400 marques, je sais pas, le chocolat Lindt, par exemple, c'est Monsanto aujourd'hui. Est-ce qu'on boycotte ça aussi pour dire on boycotte tout Monsanto, puisque Monsanto est le représentant du monde inverse de celui auquel on assiste. C'est une vraie question politique aussi. Oui, alors il faudrait savoir tous les produits via Monsanto. Regarde sur le Nutella ce qui s'est passé là quand même. Ça ne vous a pas choqué, vous? Vous avez parlé? Attends, sur Nutella, l'huile de palme, etc. Je sais pas, c'est Intermarché qui a baissé ses prix. T'avais la queue dans les magasins. Donc, il y a du boulot, hein. Il y a une question de responsabilité sociétale, en fait, de l'entreprise, quoi. Clairement, de dire, ils baissent le prix sur un produit qui, on sait, est mauvais pour l'environnement, et toxique en plus pour les enfants. Enfin, là, c'est encore un autre sujet. Et c'est là où je pense que, effectivement, à la fois l'entreprise doit se positionner, elle ne peut pas ignorer le fait que ce qu'elle fait est mauvais pour la santé, quoi. Et l'État doit effectivement peut-être plus légiférer, et c'est là où peut-être intervenir d'un point de vue un peu plus global et dire désolé Ferrero, mais ouais, votre Nutella ça va pas pour la santé, et on fait une loi pour la santé publique, quoi. Enfin, oui, mais je suis d'accord avec toi, mais là on parlait des consommateurs informés. Là vous voyez bien que c'est une frange de la population qui est informée. Qu'il y ait la queue dans un Intermarché pour acheter du Nutella parce qu'il diminue le prix, je sais pas combien, des 2 tiers. 70%. Ouais, mais je me dis quand même, tu vois, t'avais plein de mamans qui achetaient ça pour leurs gamins parce qu'ils adorent le Nutella. Ils sont addicts au Nutella. Moi j'avais une fille qui était complètement addict au Nutella. Donc je vois ce que c'est, mais c'était fou, quoi. Puis maintenant, elles sont toutes écolo, alors elles risquent pas d'acheter du Nutella, mais ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent. Et que là, ça passe par un déficit d'information. Si les gens sont informés, ils vont modifier les choses. S'ils ne sont pas informés, ils achètent parce que c'est bon. Et vous savez, plus c'est sucré, plus c'est gras, plus c'est salé, plus c'est addictif. C'est dingue ça. Et les agro-business, ils jouent là-dessus. Donc, tu as intérêt à avoir une sacrée information en tant que consommateur. Après, juste une parenthèse, si les gens ont fait la queue, c'est surtout parce que c'était vraiment pas cher et que ça leur permettait de faire des économies. Et que, voilà, c'est surtout pour ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle agir à l'échelle individuelle, on dit toujours comment est-ce que mon action peut avoir le plus de poids, mais cesser d'agir à l'échelle individuelle et agir en tant que groupe. Donc c'est pour ça, moi, que les gens soient précipités sur le Nutella, ça me choque pas plus que ça, mais par contre, qu'on fasse des mouvements comme ça qui permettent d'alerter sur l'huile de palme, etc. Alors ça, tu vois, on le fait sur le plan européen, on essaie de diminuer tout ce qui est huile de palme, on peut le faire sur le plan national, ça c'est sur le plan politique. Mais ça m'a juste choqué, tu vois, parce que je me suis dit, ils sont que sur le prix. Alors après, le poulet dégueulasse, bourré aux hormones, tout ça, c'est pas cher non plus. Et alors, ils vont tous se précipiter. Donc, je veux dire que ça passe aussi par l'info. Après, bien sûr, il y a à légiférer pour que le produit soit de qualité, tu vois, qu'il n'y ait pas des produits. Parce que l'huile de palme, aller en Malaisie, vous avez des cultures, des plantations de palme à huile, c'est effrayant, quoi. Il n'y a plus de culture vivrière pratiquement. Donc, on voit bien que c'est le business. Et sur ce sujet, justement, c'est intéressant parce que l'arme du prix, elle est énorme. Moi, je me rappelle de quand Greenpeace avait fait une campagne contre les petits navires par rapport au thon. Ouais. Pendant quelques mois, du coup, il y a eu la chute des prix de petits navires. Et après, on a retrouvé dans les supermarchés des soldes, par exemple, une boîte achetée, 3 offertes. Un truc énorme, tout le monde a racheté du petit navire parce que, économiquement, on veut manger du thon, c'est moins cher, on prend celui-là. C'est une contre-attaque à chaque fois. Je me tourne vers Jean-Guy parce que
parce que vous aussi, vous avez des contre-attaques, donc vous qui sont plus légales, on en parlait tout à l'heure, par exemple l'État qui va essayer, par une ordonnance, on parlait de l'ordonnance Aguemarie, de limiter votre action. Ça peut être une arme économique avec justement les multinationales qui baissent les prix pour essayer de refaire vendre leurs produits dégueulasses, si je peux dire. Et il y a un débat chez vous aussi à BDS, c'est boycott total ou boycott partiel. Et on est en plein dedans, parce que là on parle de ça. Est-ce qu'on boycotte tout petit navire, ou est-ce qu'on les